Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et comme chaque semaine, nous vous proposons un débat entre un député et un sénateur. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Député Modem d'Eure-et-Loir, le groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Et face à vous, Yann Brossard. Bonjour. Bonjour. Sénateur communiste de Paris. Et vous débattrez du budget de la sécurité sociale examiné à l'Assemblée nationale. Le gouvernement prévoit des économies dans les dépenses de santé, demande des efforts aux Français tout en faisant des concessions à la gauche sur la suspension de la réforme des retraites ou sur l'abandon du gel des aides sociales. Le scandale qui touche la plateforme chinoise de commerce en ligne Shein s'invite dans le débat parlementaire. Le gouvernement a lancé une procédure de suspension du site internet de Shein après la mise en vente de poupées à caractère pédopornographique. Mais d'abord, le budget de la sécurité sociale à la une, Stéphanie Despierres. Un anniversaire sous le signe du déficit. La sécurité sociale fête ses 80 ans, mais le trou se creuse. Pour le contenir à 17 milliards l'an prochain, le gouvernement prévoit un vaste plan d'économie. La maîtrise des comptes publics est donc un devoir de justice sociale. C'est la condition pour que notre modèle de protection demeure viable, équitable et digne. Voici la réalité de ce texte. C'est gaver les plus riches et prendre à celles et ceux qui sont les plus précaires. Aller prendre jusqu'au moindre euro à des gens qui survivent en étant à découvert le 15 du mois. Certaines mesures font presque l'unanimité contre elles. Par exemple, la surtaxe sur les mutuelles, qui selon le gouvernement devait financer la suspension de la réforme des retraites. Les députés l'ont supprimée. En réalité, c'est rien d'autre qu'un impôt déguisé. Vous voulez récupérer 1 milliard d'euros sur le dos des assurés parce qu'à la fin, c'est les cotisants qui vont payer. Il y a d'autres solutions, mais ne remettons pas en cause notre modèle universaliste de solidarité face à l'accès aux soins. Nous demandons la suppression de cette nouvelle injustice sociale visant en réalité à faire payer aux Français les fautes budgétaires de votre gouvernement. Pour le PS, le diable est surtout dans le budget de la sécurité sociale plus que dans le budget de l'État. En plus de la suspension de la réforme des retraites, ils réclament au gouvernement la suppression d'autres mesures. Est-ce que vous êtes prêt à accompagner le fait d'aller chercher des recettes pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens et retirer toutes les mesures que vous connaissez, le doublement des franchises, le gel des pensions, la CSG sur les apprentis, autant de choses qui pénalisent l'ensemble de nos concitoyens. Sébastien Lecornu a déjà renoncé au gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Le gouvernement fait aussi un geste sur l'hôpital. Le gouvernement a prévu, par exemple, de mettre 1 milliard de plus à répartir entre l'hôpital, le médico-social et France Santé. Ces nouvelles concessions permettront-elles le vote d'un budget de la sécurité sociale par le Parlement? Réponse d'ici quelques semaines. Philippe Vigier, on le voit, il y a eu beaucoup de concessions faites par le gouvernement et en même temps, on demande quand même dans ce budget beaucoup d'efforts aux Français. Est-ce qu'à ce stade du débat, ce budget est pour vous équilibré ? Vous savez, le budget de la sécurité sociale, d'abord, l'ensemble, c'est 700 milliards d'euros, donc supérieur au budget de l'État. Avec des dépenses, notamment qui dépendent de l'assurance maladie, qui sont passées entre 2017 et 2025 de 170 milliards à 260 milliards. C'est-à-dire que quand on parle d'austérité, elle n'est pas au rendez-vous. Plutôt, il y a de l'argent, mais là où il y a un vrai sujet, d'ailleurs on n'en parle pas, je ne sais pas si les sénateurs auront cette sagesse de le faire, c'est quand est-ce qu'on fera une véritable réforme structurelle de la sécurité sociale. Réforme structurelle, ça ne veut pas dire pain sec et à l'eau. Mais donc c'est pas équilibré pour vous ce budget? Je n'ai pas dit cela. Attendez, alors, je parle de réforme structurelle. Ben, équilibré, il y a un déficit de 23 milliards. Bien. Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme cela? Je vais juste donner 2 chiffres pour ne pas noyer tout le monde. Il y a une dette sociale. Elle est de plus de 140 milliards. Et on a même un ACOS, un organisme qui tous les jours paye en fait les cotisations, qui paye les prestations, et qui est déjà au maximum de l'endettement. Donc on doit trouver des mesures. Donc c'est un budget qu'il va falloir essayer de faire naturellement entre les sénateurs et les députés de façon la plus équilibrée possible, pour ensuite faire une réforme structurelle. Nous allons dans un mur collectivement. Yann Brossard, on doit diminuer le déficit de la sécurité sociale et donc peut-être diminuer les dépenses de santé. Et le gouvernement, en même temps, a aussi fait certaines concessions à la gauche, suspension de la réforme des retraites, renoncement au gel des aides sociales, 1 milliard d'euros en plus, notamment pour l'hôpital. Un budget équilibré ? Quand on est confronté à un déficit, quand on est confronté à des difficultés budgétaires, la question qu'on doit se poser, c'est qui paye. Or, dans sa version initiale, en tout cas, le projet de loi de finances de la sécurité sociale,
est un budget de punition pour les plus modestes, de punition pour les plus précaires, de punition pour les malades, avec y compris une ministre de la Santé qui explique qu'elle est favorable au doublement des franchises médicales parce que ça va responsabiliser les malades. Je suis désolé de vous le dire, les malades ne sont coupables de rien, responsables de rien. On n'est pas responsable de sa propre maladie. Et la sécurité sociale, elle a précisément été conçue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour faire en sorte qu'on puisse être soigné, quels que soient ses revenus. Et donc, si on souhaite maintenir notre modèle social, la question qu'on doit se poser, c'est quelles recettes on va chercher. On a chaque année 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales au profit des entreprises. C'est ce qu'on a appris notamment par le biais de la commission d'enquête sénatoriale sur les aides aux entreprises. On a parlé des 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. Parmi elles, il y a 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Est-ce qu'il ne faut pas regarder de ce côté-là? Est-ce qu'on a besoin d'aller à un niveau aussi élevé? Et par contre, je le dis très clairement, nous nous opposerons à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, conduit à taper sur le dos des malades et des plus modestes, parce que ça, dans une période de crise sociale que nous connaissons, ça n'est pas acceptable. Budget de punition pour les malades, dit Yann Brossard. Qu'est-ce que vous voulez répondre? D'abord, 2-3 choses. Vous l'avez dit vous-même, il y a eu déjà des concessions importantes qui ont été faites. Pas de 49.3, c'est les parlementaires qui ont la main. Avant, c'est facile, le gouvernement arrive avec sa copie, tout le monde amende, et puis à la fin de la foire, on regarde ce qui se passe. Ben là, c'est pas le cas. C'est terminé. Tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, on a des tableaux, tous les soirs à minuit et demi, qui arrivent, et on sait parfaitement où on en est par rapport au projet de budget initial. Deuxième chose, sur les retraites. Vous voyez, notre groupe, les centristes, nous, on a proposé une indexation pour les retraites des plus modestes. Et de même, l'annonce faite par le Premier ministre de dégel des minima sociaux, me semble-t-il, est un geste important. Là où nous avons un désaccord, c'est que nous estimons qu'il faut repenser l'organisation du système de soins. Je vais prendre un exemple. Les mutuelles ont augmenté leurs tarifs de 20% en 4 ans. Avec 20%... Non, attendez. On en parlera. Pardonnez-moi, mais le prix d'une mutuelle pour une personne de plus de 75 ans en France, c'est 1 500 € par an. C'est un mois de salaire. Or, quand on parle de pouvoir d'achat, personne ne prononce ce mot-là. Et dernier mot, c'est ce qu'on appelle les affections de longue durée, que Yann Brossard connaît parfaitement. Ça représente 80% des dépenses de santé. Eh bien, même si vous êtes en ALD, vous avez quand même une mutuelle. Et donc là, il y a 3,5 milliards d'euros d'économies qui sont faits par les mutuelles. Je ne peux pas laisser passer cela au moment où l'argent est rare. Et d'ailleurs, pour les aides aux entreprises, parce que les aides aux entreprises, c'est pourquoi? C'est pour rendre compétitives les entreprises, parce que nous ne sommes pas dans un monde fermé, dans un monde ouvert. Pour la première fois, je pense que vous le reconnaîtrez, on va diminuer ces aides aux entreprises de 3,1 milliards. C'est la première fois depuis 25 ans que ça se passe comme ça. Et le doublement des franchises médicales, augmenter le prix des médicaments pour les Français. Moi, j'étais pas favorable. Alors, ça a été supprimé par l'Assemblée, j'étais pas favorable. J'avais proposé quelque chose que je pense va vous séduire. C'était la franchise proportionnelle. Je me suis dit, plus on a, plus on peut participer à sa prise en charge des soins. Et ben ça peut être une bonne idée, une franchise proportionnelle, en fonction de ce qu'on a. Je ne suis pas favorable au principe même des franchises médicales. Il y a la sécurité sociale et on doit pouvoir financer la sécurité sociale. Mais une fois de plus, la question qui se pose, c'est la question de la répartition des richesses. Est-ce qu'on se bat pour faire en sorte qu'on ait dans notre pays davantage de justice fiscale, davantage de justice sociale? Alors là, en l'occurrence, on est sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais enfin quand même, voir une majorité de députés balayer d'un revers de main la taxe Zuckman, qui est soutenue par une majorité de Français, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher des ressources du côté des 1800 foyers qui détiennent un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Et pendant des semaines, on nous a fait pleurer sur le sort de ces 1800 familles. Sur les franchises médicales, celui qui a plus contribue plus, ça peut être une bonne idée. Non, mais attendez, pour répartir plus justement les richesses, on a l'impôt sur le revenu. Voilà. Bon, et donc, moi je ne suis pas favorable au principe qui consiste à demander des efforts aux malades parce qu'ils sont malades. Ça n'est pas juste. Et par ailleurs, le fondement même de la sécurité sociale par la cotisation sociale permet de prélever pour financer la sécurité sociale. C'est comme ça que la sécurité sociale doit être financée et on finance en fonction de son revenu. Vous n'êtes pas d'accord? Mais il y a un sujet qui s'impose à nous, c'est quoi? C'est que par rapport à la fondation de la sécurité sociale en 1945, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, il a diminué. Enfin, ça, c'est mathématique, c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Donc, c'est mécaniquement, le gâteau, eh bien, il faut le diviser par plus de personnes qui le consomment. Par exemple, sur les affections de longue durée, 350 000 personnes en plus chaque année. Personne ne sort d'une affection de longue durée, alors que vous avez un infarctus. C'est normal que vous soyez pris en charge à 100%. Vous êtes guéri, eh bien, il n'y a pas de raison que vous soyez pris en charge à 100%. Je suis désolé. Et vous voyez, là, je ne suis pas du tout d'accord avec votre raisonnement.
Vous dites, plus on doit participer. C'est le cas de l'impôt. Avec les barèmes sur l'impôt, je reconnaîtrai que c'est proportionnel. C'est pour ça que sur les franchises, je trouvais ça normal que celui qui a beaucoup plus puisse plus participer. Parce que celui qui a beaucoup plus, il peut avoir recours à du secteur 2, ce que ne fait pas celui qui a moins. Vous voyez, moi, je suis professionnel de santé. Je sais de quoi je parle quand je parle de ça. Monsieur Vigier, vous êtes pour taxer les maladies de longue durée? C'est pas ce que je viens de vous dire. Sur les affections de longue durée? Non, je n'ai pas dit ça du tout. Non, non. Je vais vous expliquer. Donc on les taxe ou on les taxe pas? Non, mais c'est pas on les taxe, c'est pas du tout ça. Les affections de longue durée, c'est 80% des dépenses d'assurance maladie. Chaque année, il y a 350 000 Français qui rentrent en affection de longue durée. Il y a 14 millions de Français qui sont en affection de longue durée. Donc j'ai pas eu taxé. Donc les autres, ils ne sont pas on les rembourse moins. J'ai pas dit ça. Comment? On les rembourse. J'ai pas dit cela non plus. Ne m'emmenez pas sur un chemin où on ne peut pas aller. Je dis simplement qu'il y a 350 000 nouveaux qui rentrent et quasiment personne n'en sort. Donc c'est une spirale infernale dans laquelle nous sommes. Après, il y a les complémentaires. On a un vrai sujet. Est-ce que vous savez parfaitement vous-même, si je fais une petite interrogation écrite comme à l'école, ce qui est remboursé par l'assurance maladie et ce qui est remboursé par les mutuelles? Vous verrez qu'il y a des croisements de remboursement. Personne ne comprend plus rien. Il faut avoir le courage de dire qu'est-ce qui est du ressort de l'assurance maladie, qu'est-ce qui est du ressort du mutuel. Et par exemple, pour les mutuelles, le sujet de la prévention, c'est un sujet sur lequel on se retrouvera. Il y en a partout. Yann Brossat. Mais oui, mais ces 4 milliards d'euros qui sont tellement éclatés qu'ils n'ont pas de pertinence. Est-ce qu'il faut mettre de l'ordre dans ce domaine? Est-ce que c'est clair, tout le système de remboursement des ALD, le croisement avec les mutuelles? Mais vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on nous dit qu'il faut mettre de l'ordre, c'est sur les mêmes qu'on tape. Et c'est systématiquement sur les plus fragiles, sur les plus précaires. Et justement, c'est pour pas taper les fragiles. C'est systématiquement à eux qu'on demande de faire des efforts. Et Philippe Vigier a posé une excellente question en comparant à la situation dans laquelle nous étions en 1945. Vous dites, il y a effectivement un équilibre entre actifs et inactifs qui a évolué par rapport à 1945. Incontestablement. Il y a d'autres éléments qui ont évolué. En 1945, le pays était ruiné, on sortait de la guerre, on produisait beaucoup moins de richesses qu'aujourd'hui. Et donc, l'argument, il est totalement réversible. On pourrait quand même se dire que dans un pays comme le nôtre, qui est la 7e puissance économique du monde, aujourd'hui, on est capable de faire au moins aussi bien que ce que nous faisions en 1945. Si on veut regarder les paramètres, il faut tous les regarder et ne pas se limiter à la question des actifs et des inactifs et de l'équilibre entre les deux. Eh bien, merci avec cette très belle intervention, puisque 57% du produit intérieur brut français, c'est pour la sphère sociale. C'était 20% en 1945. Oui. Vous voyez, si on faisait comment en 1945, ça serait 2 fois moins bien que maintenant. J'ai une question sur la suspension de la réforme des retraites, cette concession faite par le gouvernement à la gauche, et sur son financement. L'Assemblée nationale a voté contre une surtaxe des mutuelles et en contrepartie a voté une hausse de la CSG sur le capital. En tout cas, attendez. Non, il ne faut pas mélanger les choses. L'Assemblée nationale a voté une hausse de la CSG sur le capital pour financer la suspension de la réforme des retraites. Pardonnez-moi. Que vous êtes favorable. Non, mais pardonnez-moi, vous ne pouvez pas faire une présentation biaisée des choses. Ce n'est pas l'augmentation de la taxe sur les mutuelles qui devait payer les retraites, ce n'est pas du tout cela. Les mutuelles... Ça fait partie des sources de financement. Non, laissez-moi vous expliquer. Enfin, si vous avez la demande et la réponse, je ne peux pas répondre. Les mutuelles ont 85 milliards de stocks, dont 60 milliards de réserves prudentielles, ont augmenté de 20% en 4 ans quand l'inflation était de 12%. Donc il y a un sujet. D'accord ? Pour les réformes de retraite, nous sommes de ceux qui avons dit que nous avons défendu cette réforme, mais comme il fallait trouver un budget à la France, on acceptait de voter la suspension si on trouvait un financement. C'est là où nous avons, de façon temporaire, je dis bien de façon temporaire, renforcé la CSG patrimoine. Voilà. Alors, Yann Brossat... C'est la bonne solution, augmenter cette CSG sur le capital? Mais il faut bien financer. Ou alors on peut dire, on peut tout faire et on ne finance pas et après on constate les déficits. Ça, c'est le chemin de l'irresponsabilité qu'on ne prendra pas. Comment vous financez, vous, Yann Brossat, cette suspension de la réforme des retraites qui va avoir un coût? Est-ce que la piste des mutuelles, qui sont censées engranger beaucoup de profits, pourrait être une bonne piste? D'abord, si nous étions dans un pays démocratique, cette réforme aurait d'ores et déjà été abrogée. Enfin, d'ailleurs, elle n'aurait même pas été appliquée, puisque, en l'occurrence, elle a été imposée par 49.3 contre une écrasante majorité de Français et contre des centaines de milliers de personnes qui se mobilisaient dans la rue. Ensuite, les Français ont dit dans les urnes, à l'occasion des élections législatives, qu'ils étaient favorables à son abrogation, puisqu'ils ont voté pour des partis qui s'engageaient à l'abroger. Et on nous demande aujourd'hui de nous prosterner devant le gouvernement parce qu'il consent à engager une suspension, un décalage de la réforme des retraites. Permettez-moi de vous le dire, c'est très en deçà de ce que les Français ont exigé par leur vote. Une fois de plus, par leur vote. Et on considère normal que dans notre pays, la parole des Français ne soit pas respectée. Ensuite, vous posez la question du financement. Je le redis, 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales au profit des entreprises chaque année.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans une période de difficultés budgétaires, dans une période où on devrait avoir la possibilité de remettre en cause cette réforme des retraites qui a été une fois de plus imposée aux Français, on ne peut pas regarder du côté des exonérations de cotisations sociales qui profitent notamment à de très grandes entreprises. Vous l'avez dit, 3 milliards, mais au profit de très grandes entreprises. Sur les petites entreprises, je veux bien qu'on les maintienne. Sur de très grandes entreprises, je pense que ça mériterait d'être remis en cause, notamment parce qu'en plus, ces exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires ont des effets pervers en construisant des trappes à bas salaires. Dernière question sur ce budget de la sécurité sociale. Il y a eu un vote assez étrange à l'Assemblée nationale, Philippe Vigier. Les députés ont voté la suppression de la C3S. C'est une cotisation sur le chiffre d'affaires des entreprises qui sert à financer la sécurité sociale. Cette suppression, ça représente un manque à gagner de 5,3 milliards d'euros pour la Sécu. Philippe Vigier, vous avez voté pour, alors vous avez dit que c'était... Contre, j'ai voté contre. Vous avez dit que c'était une erreur. J'ai voté contre. Voilà. Ben oui, j'ai dit à la seconde. Comment vous expliquez un tel vote? Contre, le groupe a voté contre, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Comment vous expliquez non, mais attendez, il faudrait expliquer le contexte. Ouais. C'est quoi le contexte? C'est un député Ensemble pour la République qui a déposé l'amendement, qui a voulu le retirer, qui a été repris par le Rassemblement national. Ils disent qu'ils sont toujours habillés dans la responsabilité. Vous voyez, faire disparaître 5 milliards d'euros. Bien sûr que cette taxe-là, si on pouvait la supprimer. Mais je voudrais juste corriger ce qu'a dit Yann Brossat. C'est faux. Sur les exonérations sociales pour les entreprises, facteur de compétitivité, pour la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est moins 3 milliards. Mais même la gauche du gouvernement... Sur 80. Oui, mais ça fait 77 cette année. Même la gauche du gouvernement l'avait inventé quoi? Le CICE, vous vous en souvenez? C'était une erreur. Pourquoi elle a fait ça à l'époque? Une erreur. C'était Hollande et c'était une erreur monumentale. Avec 10% de taux de chômage, avec 10% de taux de chômage à la clé, à l'heure actuelle, quand même s'il y a des difficultés, on est encore à 7,2, 7,3. Accordez-moi quand même qu'il y a eu au moins, sur ce sujet-là, quelques avancées. Alors, on va avancer dans le deuxième thème de débat de cette émission. Vous êtes à l'époque opposé au CICE et je l'assume parfaitement. Mais nous avions raison. Vous êtes toujours reconnu que vous étiez fidèle à vos oppositions. Au moins reconnaissez deuxième thème de débat de cette émission, le scandale de la plateforme chinoise de commerce en ligne Shein, qui a retenti cette semaine durant les débats au Parlement, après la découverte de la vente en ligne de poupées à caractère pédopornographique sur son site internet. Le géant Shein est dans le viseur du gouvernement. Cécile Sixou. Depuis le week-end dernier, les Français découvrent médusés, estomaqués, scandalisés, outrés que des entreprises vendent sur le territoire national des poupées à l'effigie d'enfants à destination pédopornographique. Mercredi, lors des questions d'actualité, le sénateur Hussein Bourgi interpelle le gouvernement sur Shein. Le géant du e-commerce qui ouvre le même jour son premier magasin à Paris est au cœur d'une polémique. Shein vend sur son site des poupées sexuelles d'apparence enfantine et des armes de poing. Face à la polémique, Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, a lancé une procédure de suspension contre Shein. Le site a 48 heures pour se mettre en conformité avec la loi. Si une plateforme veut vendre en France, elle doit respecter nos règles, elle doit respecter nos normes, elle doit respecter nos valeurs. Il faut dire non au Far West numérique. Parce que c'est devenu systémique, c'est un modèle. Mais ce n'est pas tout. Dans la foulée, le ministre de l'économie, Roland Lescure, auditionné au Sénat, lance lui l'offensive à Bruxelles. Il demande l'ouverture d'une enquête sur Shein et espère une réponse coordonnée de l'Europe. Il souhaite aussi faire passer via la loi de finances une taxe sur les colis provenant des autres pays que ceux de l'Union. On va, j'espère, taxer une petite taxe, voter une petite taxe de 2 € par colis. On va s'en saisir et on souhaite vraiment pouvoir avancer. Et j'allais dire, ils nous aident un peu. Parce qu'avec ce qu'ils font depuis 3 jours, là, franchement, on a des arguments forts à porter à Bruxelles. La polémique pourrait accélérer le parcours législatif de la loi Fast Fashion, qui a pour objectif de freiner l'essor de la mode à bas coût. Adopté au Sénat en juin dernier, le texte attend toujours d'être validé définitivement par une commission mixte paritaire. Yann Brossat, d'abord une réaction à ce scandale. Comment est-ce possible qu'en France, en 2025, il y ait la vente en ligne de poupées à caractère pédopornographique, également la vente d'armes sur cette plateforme? Parce qu'on voit bien les conséquences d'une économie totalement dérégulée, d'un capitalisme dans ce qu'il peut avoir de plus répugnant, y compris sur le plan moral. L'idée qu'au fond, tout peut se vendre, tout peut s'acheter, y compris en sacrifiant tout, l'environnement, les conditions de travail des personnes concernées et les règles les plus élémentaires de la morale. Vous avez parlé à juste titre de la vente de poupées pédopornographiques et d'armes. Tout cela additionné fait qu'enfin,
on a une réaction. Mais moi, mon sentiment, c'est que le gouvernement a beaucoup tardé avant de réagir. Parce que la catastrophe écologique que représente Chine, on le savait déjà, la catastrophe sociale que cela représente, au regard des conditions de travail de ceux qui produisent tout cela en Chine, on le savait également. Donc il est temps qu'il y ait effectivement une réaction. Et par ailleurs, je le dis comme élu parisien, voir un corner consacré à Chine dans un magasin emblématique de la capitale comme le BHV, c'est évidemment une provocation. Est-ce que le gouvernement a tardé à réagir dans cette affaire, Philippe Vigier? Écoutez, je crois qu'il a réagi rapidement. Gouvernement, en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de le dire à vos confrères, il faut être extrêmement ferme. Il ne devrait pas y avoir un seul produit de Chine au BHV, emblème, c'est vrai, parisien du commerce. Mais là aussi, les conditions de fabrication en Chine, on peut se retrouver sur le travail des enfants, les conditions économiques. Mais monde ouvert, le monde communiste de la Chine. Donc vous voyez qu'il faut réguler. Et après, il y a le sujet d'Internet. Un modèle économique. Par exemple, sur le protoxyde d'azote, vous voyez, pareil, interdire. Il faut qu'on arrive sur ces sites, parce qu'on voit qu'il y a des dérives de l'Internet, chacun le sait bien. N'importe quoi, les fake news que l'on peut voir pour tout sujet. Il y a une régulation encore plus ferme qu'il faut avoir. Capitaliste répugnant, a dit Yann Brossard. Oui, moi, ça, vous êtes d'accord avec lui sur ces produits qui se retrouvent en vente? Il ne peut pas y avoir d'autres mots, je m'excuse, mais il n'y a pas d'autres mots. Et en plus, à caractère pédopornographique. Et ça, pour moi, c'est une ligne rouge absolue. Yann Brossard, le gouvernement a lancé une procédure de suspension de ce site en ligne de Chine. Sa réaction est la bonne? En tout cas, tant mieux. Et une fois de plus, il était temps, et nous étions nombreux depuis la révélation de la vente de ces poupées pédopornographiques à réclamer cette suspension. Oui, bien sûr, il faut le faire, c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas laisser cette économie se développer comme ça sous nos yeux. Mais je voudrais insister sur un élément. On ne peut pas à la fois dire qu'on veut défendre notre modèle social en France, modèle social, et on l'a dit, qu'on a mis des décennies à construire, et dans le même temps laisser entrer sur notre territoire des produits qui ne correspondent en rien au modèle social qui est le nôtre. Sinon, on est dans une concurrence déloyale qui fait que notre modèle social est condamné à mourir. Je pense que les Français comprennent très bien ça. Alors, Philippe Vigier, vous dites qu'il ne devrait pas y avoir de produits Chine au BHV. Les produits Chine débarquent au BHV, mais aussi dans d'autres villes. Est-ce que la France a les moyens d'obtenir la fermeture de ces boutiques ? Oui, je rappelle qu'il y a même une loi qui a été votée ici même, et le sénateur l'a repris, qui ont permis au gouvernement d'ailleurs de tenir les propos qu'ils ont tenus et d'agir. C'est à nous, à ne pas laisser passer, tout simplement. Alors après, il faut trouver le bon calibrage dans les droits de douane, il faut trouver les bons calibrages, parce que le monde est ouvert, on peut raconter ce qu'on veut. Si ça arrive, non mais à l'échelle au moins de l'Union européenne, qu'on soit capable d'être solide ensemble. C'est ça la vraie difficulté. C'est qu'à moi, le laisser envahir par des produits sans traçabilité ou avec en plus un problème écologique à la clé, et évidemment, ce qui est encore pire pour moi, de faire travailler les gamins là-dessus, ça n'est pas acceptable. Vous parlez d'une loi qui existe, c'est la loi fast fashion ? Oui, non, mais qui a permis, vous avez vu la descente qui a eu lieu hier à Roissy, et qui permet d'arrêter. C'est un pouvoir qui est donné, qui est conféré au ministre. Roland Lescure l'utilisera pour interdire, donc au BHV, naturellement ces produits, mais partout ailleurs. Il faut qu'on ait sûr qu'on soit ferme, mais c'est très bien pour une fois la classe politique s'entende. On a les moyens législatifs aujourd'hui, Yann Brossard, d'interdire davantage ces produits qui sont vendus sur Chine ? En tout cas, suspendre, oui. Pendant des jours, on nous a dit que ça n'est pas possible, et au final, on a un gouvernement qui, en tout cas pour l'instant, lance une procédure. Donc c'est le signe qu'on a malgré tout un certain nombre d'outils à notre main. Est-ce qu'on doit fermer la boutique Chine au BHV ? Fermer la boutique, je ne vois pas bien aujourd'hui, au vu des outils législatifs dont on dispose, comment on pourrait le faire. Mais en tout cas, exercer une pression sur le nouveau patron du BHV, ça oui, et il me semble qu'il ne faut pas lâcher sur cette affaire, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire que Chine est un monstre absolu et dans le même temps le voir ouvrir des boutiques un peu partout en France et notamment au cœur de la capitale. Alors la fast fashion, ça vous en avez discuté au Parlement. Il y a cette fameuse loi, mais la commission mixte paritaire ne s'est toujours pas réunie, c'est-à-dire cette loi est toujours dans la navette, en tout cas elle n'est pas adoptée. Est-ce que vous demandez sa mise à l'ordre du jour de façon prioritaire ? Une loi environnementale notamment, sur l'impact environnemental de ce système. Nous, la volonté qu'on a eu au bout du budget, vous voyez, tout se tient. S'il n'y a plus de budget, il y a une dissolution. S'il y a une dissolution, on attend. Vous voyez, c'est comme la loi fin de vie, on attend pour tout.
Donc on peut tout attendre, mais il y a un moment, me semble-t-il, où l'esprit de responsabilité doit l'emporter. C'est pour ça que, sans reparler du budget de la sécurité sociale, je pense qu'il y a un certain nombre d'ouvertures qui ont été faites. Vous voyez, juste avant de vous rejoindre sur le plateau, j'étais favorable, moi, à ce que lorsqu'il y a des distributions de dividendes supérieures à 6 000 €, il y ait des taxes qui puissent s'appliquer pour faire rentrer des recettes. Voilà. On ne peut pas laisser dire que rien n'a été fait, que c'est la copie de départ. Ça n'est pas vrai. Après, il faut trouver le compromis où chacun fait des efforts, et sur les retraites, nous en fait des efforts. Je veux juste dire à Yann Brossa que si on avait abrogé la réforme, il y aurait des perdants. Je vous rappelle que tous ceux. On revient sur la réforme des retraites. Oui, mais parce que entre la mise en suspension et l'abrogation, ça n'est pas la même chose. L'abroger, vous avez expliqué aux femmes qui ont eu des enfants pour lesquels on a comptabilisé les trimestres de retraite que c'est terminé. Non, sur la plateforme. Mais je sais bien qu'en faisant le bruit comme ça, on ne peut pas faire trouble le message. C'était une bonne réforme. Vous irez expliquer comment ceux qui ont démarré avant 21 ans, on les a protégés dans le cas des carrières longues, et vous expliquerez comment les 1 200 000 Français qui ont eu 100 € plus par mois, on va leur retirer. Courage à celui qui le fera. On a compris votre message sur la réforme des retraites. Juste sur le deuxième thème sur la plateforme Chine. Et l'abrogation, pardonnez-moi de faire l'explication, c'est important. Justement, dans ce budget, le gouvernement propose une taxe de 2 € sur chaque petit colis qui est vendu par ce type de plateforme comme Chine. Est-ce que ça peut être un moyen efficace de lutter contre ce système qui est en train de tout désordonner nos commerces physiques et notre modèle social? D'abord, je pense que ce n'est pas efficace et que ça n'aura aucun effet dissuasif. Et par ailleurs, moi, je n'aime pas l'idée qui consiste à pointer la responsabilité du consommateur plutôt que pointer la responsabilité de Chine. Et je trouve d'ailleurs qu'il faut faire très attention à la manière dont on parle de ce sujet. J'ai vu un certain nombre de reportages qui pointaient systématiquement la responsabilité des clients. On parle parfois de gens qui ont des tout petits revenus. Moi, je ne mettrai jamais en cause le client qui achète chez Chine. Le sujet, ce n'est pas le client. Le sujet, c'est les producteurs. Le sujet, c'est un mode de production qui sacrifie le social et l'écologie. C'est ça le sujet. Pour répondre à Yann Brossa, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il faut responsabiliser les clients? Il faut responsabiliser tout le monde. Il n'y a pas de société dans laquelle il y a une responsabilité partielle. Tout le monde doit être responsable. C'est comme celui qui achète du protoxyde d'azote. Je suis désolé. Et merci. Merci derrière, Philippe. c'est un coup pour la Sécu et pour la société. Merci Philippe G. Merci Yann Brossa d'avoir participé à ce débat. Et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Ciao, ciao.